Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo de physique-chimie, nous allons notamment parler ici de réactions physiques et de changement d'état. Ok, voilà. Donc, du coup, on va essayer de voir un petit peu les différents changements, les différents états d'abord de la matière. Ensuite, les réactions physiques et ce que ça a fait sur les changements d'état. Ok, enfin sur les différents états de la matière. Donc, il faut savoir que déjà dans la matière, elle peut être présente sous trois états principaux. Alors, bien évidemment, là, je vous en cite trois, mais il faut savoir qu'il y en a un peu plus. Hein. Voilà, il y en a, on peut même en tout en compter 12 des états, mais des principaux qu'il faut connaître, vous en avez trois. Ok, vous avez d'abord le solide, le liquide et l'état gazeux. Ok, voilà, et bien justement, ces états-là, ces trois états de la matière, à l'échelle macroscopique, et ben on va tout simplement les modéliser. Ok, on va les modéliser par des modèles particuliers. Et donc ces trois états-là, ils existent. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement la conséquence d'organisations différentes des particules les uns par rapport aux autres. Ok, et ce, dans les états en question, dans les trois états en question. C'est-à-dire qu'à l'état solide ou bien à l'état liquide ou encore à l'état gazeux, l'organisation des particules est totalement différente. Et c'est cette organisation différente des particules qui va apporter du coup trois modèles particuliers complètement différents et donc trois états complètement différents. Ok, voilà. Alors donc je vais vous montrer directement le modèle particulier de la matière, comme ça au moins on va pouvoir décrire un peu ce qu'on voit. Et donc voilà un petit peu un schéma du modèle particulier des trois états de la matière. Donc là on a pris de l'eau, une molécule d'eau, mais on aurait pu prendre des molécules de n'importe quoi en vrai. Ok, voilà. On aurait pu prendre de l'huile, on aurait pu prendre par exemple de l'alcool ou des choses comme ça. Ok, ça aurait donné le même schéma. Donc du coup on a une molécule d'eau et donc à l'état solide, les molécules, ok, les molécules ou même les particules de façon générale, et bah pour l'état solide, en tout cas, on va modéliser cet état-là par des particules qui vont être non seulement proches, ok, les unes par rapport aux autres, qui seront donc ordonnées, classées, ok, voilà, elles seront ordonnées et condensées, ces particules. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas pouvoir bouger. Après donc, au niveau de l'état liquide, là, on va pouvoir modéliser cet état-là par des particules ou bien des molécules qui seront un petit peu libres de mouvement, ok, il y aura peu de mouvement, mais néanmoins, qui seront tout de même assez condensées. Elles seront désordonnées en termes d'ordre, mais elles seront tout de même condensées les unes par rapport aux autres. Ok, il y aura un peu de mouvement. Et ça fait la différence par rapport à l'état solide où on n'a quasiment pas de mouvement. On a tellement peu de mouvement qu'on appelle ça des vibrations dans le cas de l'état solide. Dans le cas de l'état liquide, on a un petit peu de mouvement. C'est un petit peu désordonné, mais ça reste tout de même condensé. Ok, voilà. Et enfin, à l'état gazeux, et bien justement, à l'état gazeux, ce qui va se passer, c'est que là, non seulement cet état, on va pouvoir le modéliser par des molécules ou bien des particules qui seront très éloignées les unes des autres, ok, voilà, donc elles seront totalement dispersées en termes d'ordre, mais seront décondensées, ok, les unes par rapport aux autres, ok. En termes de mouvement, là, on va pouvoir constater beaucoup de mouvements, ok. Et d'ailleurs, ces mouvements-là, ces mouvements des particules, ok, ces mouvements des molécules au sein de la matière, ça va créer tout simplement un phénomène et une force très particulière qu'on appelle la pression, ok. Alors la pression, elle va se créer notamment du fait qu'on ait des particules à l'état gazeux, bien évidemment, qui vont se cogner très rapidement les unes par rapport aux autres, parce que oui, on l'a expliqué tout à l'heure, à l'état liquide ou à l'état solide, et ben les particules sont assez proches et condensées, il y a très peu de mouvement dans la globalité du temps, mais à l'état gazeux, des particules vont avoir tendance à beaucoup bouger, ok, il y aura beaucoup de mouvement. En fait, ce sont ces grands mouvements, ok, ces grands mouvements de particules qui vont tout simplement entraîner une grande force, et donc cette grande force, ça va entraîner la pression. Ok, voilà. Cette pression, pour rappel, ça j'en ai déjà parlé au niveau de quatrième, mais cette pression, donc on va pouvoir la mesurer, et on va notamment la mesurer en Pascal, ok, donc le symbole PA. Et donc il faut savoir que l'air dans lequel vous vivez sur Terre, globalement, ok, à une altitude normale, donc on va dire 0 m 100 mètres, à une altitude pas très élevée, on va pouvoir constater que la pression, et bien tout simplement de l'air, globalement, est de 1013 hectopascal, ok, dans des conditions normales. Après en montagne, la pression elle varie un petit peu, ok, voilà. C'est-à-dire qu'en montagne, vous allez avoir tendance à avoir des pressions plus basses, ok, voilà. Tandis que, bah là, par exemple, si vous descendez en profondeur, si vous allez dans les profondeurs de la mer, ok, si vous allez dans les abysses par exemple, ok, et ben vous allez pouvoir constater que la pression est tellement élevée que bah, du coup trouver une forme de vie, ça c'est difficile, ok. La pression est tellement élevée dans ces milieux-là, et il faudrait même rajouter quelque chose d'assez important. On a aussi très peu de lumière qui passe dans ces milieux-là, ok. Voilà.
Parce que oui, les abysses, mine de rien, c'est quand même à 10 km en dessous de la mer, à 10 km en dessous de la Terre, ok? C'est-à-dire on est dans la mer et on est à 10 km. Donc 10 km en dessous de la mer, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même la distance par exemple qu'on arrête de Paris-Bercy jusqu'à Créteil. Et on l'a en dessous de la mer. Donc ça fait un petit peu pas. Ça fait quand même pas mal de kilomètres, hein. Et donc en plus il y a une énorme pression, donc c'est vrai que les espèces qui y vivent, elles sont très particulières. Et c'est pour cela que les fonds marins, on a du mal à les découvrir parce qu'en fait, il faudra un équipement spécial pour qu'on puisse supporter cette pression. Nous, notre corps, il est habitué à des pressions normales de 1013 variant autour de 1013 hectopascal. Ok, voilà, voilà. Après, si on devait aller dans des profondeurs marines, là la pression est beaucoup plus élevée, et là on ne pourrait pas survivre très clairement. Ok, il faudrait des protections assez particulières. C'est pour ça que les fonds marins, on les connaît moins que par exemple l'espace. Ok, mais c'est bon. L'espace, pareil, on ne connaît pas tant que ça de l'espace non plus. Mais on a plus exploré l'espace que les fonds marins. Voilà. Parce que les fonds marins, vraiment, ça demande toute une organisation, tout un matériel vraiment particulier pour supporter non seulement la pression, mais également pour la lumière. Ok, parce que oui, il n'y a pas de lumière il n'y a quasiment pas de lumière dans ces milieux-là. Ok. Alors, voilà, vous. Ça, également la pression, ça va expliquer aussi des phénomènes météorologiques, comme je l'avais expliqué en sixième. Ça va expliquer notamment des phénomènes de dépression, enfin, également donc d'anticyclone. Ok. L'anticyclone en général, vous êtes au-delà de 1013 hectopascal. Ok, voilà, voilà. Et donc, il va tout simplement se mettre à faire chaud, il va se mettre à avoir des éclaircies, ça va être assez humide. Ok, voilà, voilà. Il va faire assez chaud. Tandis que quand vous avez une pression inférieure à 1013 hectopascal, on va plutôt parler de dépression. Ok, voilà, voilà. Et cette dépression, ça va entraîner beaucoup de pluie, des nuages assez gris, et voilà. Ok. Et en général, un temps assez froid. Tandis que l'anticyclone, en général, ça entraîne également des temps assez chauds. Vous n'avez pas pressé, mais ça peut également entraîner des temps assez chauds. Et justement, c'est pendant des périodes d'anticyclone qu'on aura tendance à avoir des orages. Ok, voilà, voilà. Parce que oui, au bout d'un moment, chaleur plus chaleur plus chaleur, il va y avoir une rencontre entre l'air chaud et l'air froid. Et cette rencontre, par moment, peut être brusque et ça peut créer tout simplement des orages. Ok, voilà, voilà. Alors, du coup, ça c'est pour la pression, c'est le petit rappel également que je voulais vous faire. Parce que du coup, c'est vrai que je vous parle d'état de la matière, mais c'est bien aussi de parler de pression en même temps. Ok, voilà, voilà. Et donc maintenant revenons à nos moutons. Donc on a vu que tout simplement, auparavant, avant de parler de pression, on a vu que tout simplement, il pouvait se passer différents. On pouvait avoir trois états de la matière, ok, état solide, état liquide, état gazeux, ok, voilà vous. Que ces états étaient modélisés différemment, mais il faut savoir que l'on peut changer d'état à, enfin, on peut passer d'un état à un autre, ok, voilà vous. C'est-à-dire on peut très bien passer d'état liquide à état solide, ou encore de l'état solide à l'état gazeux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ok. Ces changements d'état, c'est ce que l'on considère comme une réaction physique, ok. Des réactions physiques, on appelle ça également des changements d'état. Et donc justement, je vais vous mettre un petit schéma qui va résumer les différents changements d'état. En tout, vous en avez 6 pour les trois états de la matière, ok. Donc on a le passage de l'état liquide à l'état solide, donc ça c'est la solidification. Dans le sens inverse, ça va être tout simplement la fusion, ok, donc le passage du solide au liquide. Après, vous avez également donc le passage du liquide au gazeux, donc là ça va être la vaporisation, tandis que l'inverse ça s'appelle la liquéfaction, ok. Et enfin, le passage du solide vers l'état gazeux, ça va être tout simplement la sublimation, tandis que dans l'autre sens, ça va être tout simplement ce qu'on appelle la condensation, ok. Voilà, voilà. Alors donc, vous pourrez constater que quand on augmente en température, logiquement, ça va demander une augmentation du mouvement des particules, ok. C'est-à-dire que, ça, je n'avais pas parlé, mais donc, plus, logiquement, vous l'aurez compris, on va augmenter en température, plus on va augmenter également en mouvement de particules. Et donc, comme je vous et pour revenir tout à l'heure avec cette histoire de dépression et d'anticyclone, et justement, plus il va faire chaud, plus vous allez justement avoir, comme ça, des mouvements entre les particules, ok. Voilà, voilà. Et donc c'est pour ça que la rencontre parfois entre cet air chaud et cet air froid peut être assez brusque et donc provoquer des orages. Tandis que quand vous aurez une dépression, au contraire, on va avoir une diminution du mouvement des particules et donc ce sera assez rare qu'on rencontre justement des orages parce que les particules, voilà, elles vont pas trop gigoter entre elles, déjà d'une. De deux, et logiquement dans ce cas-là, il va se mettre à faire froid puisqu'il y a très peu de mouvement des particules et donc la température en conséquence diminuera. Ok. Et là c'est un peu la même chose pour les changements d'état.
plus on augmente en température, plus dans ce cas-là, les particules sont au choc, ok, et donc la température augmente. Et dans le sens inverse, plus on diminue en température, plus les particules vont diminuer en choc, ok, les chocs vont se faire de moins en moins vite et de moins en moins souvent, et donc plus on va diminuer en température, ok, voilà, voilà. Ainsi donc, dans le cas où vous diminuez en température, vous diminuez logiquement en pression, et dans le cas où vous augmentez en température, vous augmentez également en pression, ok, voilà, voilà. Et donc également, quand on va voir ces changements d'état, et bah, dans le cas où on augmente en température, bah, logiquement, il va falloir, ça va demander un apport en énergie. Donc, c'est-à-dire que là, ça va être tout simplement le système, en quelque sorte, qui aura besoin d'énergie de l'environnement. Voilà. Et tandis que dans le cas où on diminue en température, au contraire, ça va être le système qui va délaisser son énergie à l'environnement. Ok. Donc, on aura comme ça des réactions soit exothermiques ou soit endothermiques, si on peut dire ça comme ça. Ok. Voilà. Alors, également, ce genre de réactions physiques, on peut les modéliser par une équation. Ok. Et donc, justement, cette équation, bah, tout simplement, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? On va d'abord y mettre les différentes molécules, ok, qu'il y a avant et après, ok, voilà, voilà. Et on va y indiquer à chaque fois, à côté des molécules, les différents états, ok. Donc S pour solide. Après, on peut noter également donc L pour liquide. Après, on peut noter également G pour gaz, ok. Donc G pour gazeux. Et parfois également, vous retrouverez AQ. Donc AQ, c'est pour parler d'une solution, ok. Voilà, voilà. Donc d'une solution, en l'occurrence à l'état liquide, la plupart du temps. Donc par exemple, voilà quelques équations que vous pouvez faire. Donc là, par exemple, quand vous avez justement une transformation physique, c'est-à-dire donc un passage de l'état solide à l'état liquide pour l'eau, et bah cette réaction-là, elle peut se modéliser par l'équation suivante, c'est-à-dire H2OS, ok, voilà, voilà, qui va donner donc H2O L, ok, voilà, voilà. Donc de l'eau à l'état solide qui va donner de l'eau à l'état liquide, ok, voilà, voilà. Et donc pareil, je ne l'ai pas précisé, mais on va toujours mettre une flèche, comme pour les réactions chimiques, donc dans le sens des réactifs vers les produits, ok, voilà, voilà. Alors après, on peut faire la même chose avec tout simplement le dioxyde de carbone. Donc là, pareil, quand on a du dioxyde de carbone et que l'on veut modéliser tout simplement cette réaction, donc ici la réaction de liquéfaction, c'est-à-dire donc le passage de l'état gazeux à l'état liquide, on peut la modéliser par l'équation suivante, c'est-à-dire CO2 donc à l'état gazeux, qui va tout simplement donner CO2 à l'état liquide, ok. Autrement dit donc CO2G, la flèche, CO2L, ok. Voilà vos loups. Également, dernière des choses, enfin avant-dernière des choses, quand vous avez des réactions comme ça, ok, des transferts d'énergie, et bah en général, toujours le transfert d'énergie va se faire du corps le plus chaud vers le corps le plus froid, ok. C'est ce que vous avez pu constater. En général, et bah la plupart du temps, et bah par exemple, admettons, vous chauffez votre pièce, votre chambre, voilà, voilà. Donc vous chauffez votre chambre, donc elle devient hyper chaude. Et après, bah on ne sait pas pourquoi, hein, c'est trop chaud, donc on ouvre la fenêtre logiquement, ok. Et bah ce qui va se passer en fait quand on va ouvrir la fenêtre, vous allez ressentir vous, ah bah il commence à faire un peu plus froid que tout à l'heure, ok. Bah pourquoi? Parce qu'en fait l'air chaud qui était présent dans votre chambre, ok, va tout simplement être transféré vers l'extérieur, ok, vers l'air extérieur qui est plus froid. Et ainsi donc ça va permettre comme ça à l'air extérieur de devenir un tout petit peu plus chaud, ok. Tandis que l'air qui est dans la chambre, lui, va devenir un petit peu plus froid, ok. Voilà. Et donc c'est comme ça que ça se passe pour les transferts d'énergie. En général, c'est le corps le plus chaud qui va donner de l'énergie au corps le plus froid, ok. C'est pour ça qu'en général, bah, si vous avez chaud dans une chambre, et ben, pour refroidir, on va toujours ouvrir la fenêtre. Et c'est pas l'air de dehors qui va faire refroidir, mais au contraire, c'est ce transfert d'air chaud vers l'air froid qui va faire que ça refroidit, ok. Et c'est pas l'air froid qui va rentrer dans la maison et qui va dire ah bah voilà, il va commencer à faire froid. Non, c'est vraiment un transfert d'énergie qui se fait, ok. Voilà, voilà. Alors, dernière des choses, une petite relation qui peut être utilisée éventuellement en exercice. C'est tout simplement la relation suivante, Q est égal à M fois L. Alors donc Q ici, ça a désigné notamment l'énergie qui va être reçue ou bien au contraire cédée par le système vers le milieu extérieur. Ok, voilà, voilà. Et donc elle va être exprimée en joules. Et donc ça va être le symbole Q. Après M, ça va être tout simplement la masse de votre espèce chimique qui va tout simplement changer d'état. Ok, donc il va réagir. Et tandis que L, ça va être tout simplement en fait l'énergie massique de changement d'état. Ok, voilà, voilà. Donc là, elle est donnée en joules par kilogramme. Voilà, voilà.
Et donc ça, en général, dans les exercices, ce petit L, donc cette énergie de changement massique d'état, elle va être donnée. Ok, voilà, voilà. Et voilà, voilà. Donc, sur ce, ça fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et balance ta toi en mathématiques et en sciences.